Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 2 du Manceau Catch. J'espère que ça vous plaira. Donc le premier numéro, il faut le reconnaître, n'a pas fait beaucoup de vues. C'est comme ça souvent lorsqu'on démarre un projet. Il faut le faire connaître. On sait quelque chose de différent. Donc en général, les choses qui sont un peu nouvelles, différentes, il faut s'y faire, il faut apprendre à le connaître et peut-être après apprendre à l'apprécier. Donc ça prendra le temps que ça prendra, hein. Et puis si au bout de 5-6 numéros ça ne décolle pas, il faudra peut-être réfléchir à autre chose. Donc on verra. J'espère que ça fonctionnera davantage. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir à faire le premier numéro, même si ça demande quand même pas mal de travail. Le deuxième pareil, mais c'est quelque chose de différent qui permet aussi de parler un peu d'autre chose que de la WWE purement et simplement. Donc c'était aussi l'intérêt. Donc on va parler maintenant de ce mois de février qui était assez dense aussi. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Aussi bien in-ring que un peu backstage, avec pas mal de choses qui se sont déroulées. Le mois de mars aussi commence déjà aussi très fort. Bon, ça, on en reparlera dans l'édition du mois de mars, donc qui aura lieu dans un mois, hein, donc pour le numéro 3. Mais en tout cas, ça commence fort. Donc on va reprendre toujours le même canevas que pour le numéro 1, à savoir, on va en parler tout de suite, hein, de ce sommaire, avec en numéro 1, donc le premier chapitre qui concerne donc un sujet d'actualité, hein, de quelque chose qui s'est passé durant le mois de février, et donc j'ai décidé de parler évidemment de Cody Rhodes, qui donc a finalement quitté la All Elite Wrestling. Quel sera son avenir? Voilà, c'est la question que l'on peut maintenant se poser, puisqu'elle est toujours d'actualité, puisque jusqu'à encore, un jour ou deux, il pouvait encore éventuellement y avoir des modifications, et on ne sait toujours pas en fait. Donc on va en parler juste après. La review, review rapide, on va dire en quelques points, les tops et les flops de l'Elimination Chamber, donc qui s'est tenu il y a à peu près 15 jours. Donc je vais vous donner mon avis. Et comme d'habitude, top 5 des matchs du mois de février, la catcheuse du mois de février et le catcheur du mois de février. Voilà, ça c'est les intangibles, ce sont les intangibles de mon sommaire à chaque fois. Allez, on va passer maintenant donc tout de suite au sujet, donc le sujet du mois, à savoir Cody Rhodes qui quitte la All Elite Wrestling. Quel avenir pour lui? C'est vrai que ça a été l'une des grosses sensations du mois de février. Je pense que peu de monde s'y attendait. Moi le premier, ça a été assez soudain, visiblement des accords qui n'ont pas réussi un accord qui n'a pas réussi à être trouvé, hein, avec Tony Khan, des petites brouilles aussi, c'est ce qui se dirait, ça c'est pas très bien entendu backstage, et finalement, on savait aussi depuis quelque temps que Cody aussi catchait en tant qu'agent libre, hein, il était plus au contrat, hein, lorsqu'il catchait ces dernières semaines à la All Elite, hein, on le savait aussi ça, et il n'a pas réussi à prolonger, donc il est parti, et aussi Brandy Rhodes, hein, alors c'est peut-être un peu moins important, hein, c'est vrai que elle était plus backstage, même si on la voyait de temps à autre un peu catcher, faire des quelques promos, qui étaient assez malaisantes, hein, c'était les segments avec Dan Lambert, on pouvait largement s'en passer, mais elle aussi, elle quitte la All Elite Wrestling, bien que les deux sont toujours présents avec leur Road to the Top, hein, avec leur Real TV qui est toujours sur TNT, qui normalement avait été renouvelé pour une saison 2, donc on devrait l'avoir quand même. Il est toujours jury aussi il était jury aussi du Go Big Show, hein, aussi un autre show sur TNT, donc il est toujours présent, hein, sur les écrans du groupe Warner. Et donc, on va voir ce que réserve, hein, quel sort va être réservé à Cody Rhodes, puisqu'on a entendu un peu de tout. Évidemment, en premier lieu, un retour à la WWE, hein, il y a eu pas mal de choses, des petites rumeurs par rapport à WrestleMania, que ça y est, il avait trouvé un accord, qu'il aurait déjà quelque chose de prévu pour WrestleMania. Voilà, ce genre de choses qu'on a beaucoup entendu. Et finalement, les dernières nouvelles feraient état finalement d'un accord qui n'aurait pas été trouvé au final. Alors, il y a bien eu visiblement des pourparlers, mais ils n'auraient pas trouvé d'accord. Alors, ce sont les dernières nouvelles, on va dire, de ces derniers jours. Ils n'auraient pas trouvé d'accord avec la WWE. Donc, voilà, on en était. Mais on a une voix un peu dissonante qui dirait que finalement, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé
entre Cody et la WWE, et qu'il y aurait vraiment toujours une place pour lui à WrestleMania. Donc ça reste quand même très très flou son avenir. Et évidemment par rapport à l'autre grosse news qui est tombée donc cette semaine, et le rachat par Tony Khan et donc là l'Elite Wrestling de la Ring of Honor, on pourrait éventuellement se dire, est-ce que Cody pourrait pas avoir un petit rôle à jouer là-dedans aussi, peut-être en prenant peut-être un peu un rôle plutôt booker, un rôle un peu de, je sais pas, catcher booker, avoir un peu des fonctions un peu voilà de GM, enfin voilà, quelque chose un peu comme ça. Est-ce qu'il va, c'est peut-être un peu moins probable, monter sa propre compagnie, hein, et nous faire un peu peut-être comme ce qu'on disait aussi pour Triple H, hein, puisque finalement en quelque sorte c'est un peu l'équivalent d'un Triple H, hein, qui quitte la All Elite Wrestling, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même un choc, hein, ce départ. Donc est-ce qu'il va peut-être faire aussi quelque chose de son côté, monter une compagnie, ça va pas être évident. Parce que faire ça, c'est aussi un peu faire aussi de la concurrence à Tony Khan, donc ça serait quand même un peu malvenu et un peu, voilà, c'est maladroit, et je pense que je pense que ce serait compliqué pour lui derrière de faire ça. Ça, je n'y crois pas des masses. Donc les options sur la table, il n'y en a pas des mille et des cents, hein, donc si c'est pas monter une compagnie, donc ça je n'y crois pas trop, mais aller véritablement du côté de la VVE, donc revenir là, donc là dans la compagnie qu'il a fait connaître, pour un rôle indéterminé, peut-être effectivement aller peut-être du côté du titre des États-Unis, hein, puisqu'on a un Finn Balor actuellement qui a repris le titre, mais Damien Priest est encore là, donc peut-être qu'ils vont faire un Damien Priest Balor finalement à Mania, mais peut-être que ce sera pas le cas et que il faudra trouver un nouvel adversaire à Balor, et que peut-être un Cody plutôt en heel du coup viendrait remplir ce rôle, peut-être, hein, un rôle voilà un peu de mi-quart d'heure, hein, comme il était déjà à la VVE. Peut-être, voilà, pour moi ce serait peut-être une option envisageable, parce que je vois pas plus que comme un mi-quart d'heure. Maintenant, si c'est pas la VVE, revenir du côté de la All Elite Wrestling, ça serait un peu rentrer la queue entre les jambes, et ça serait quand même compliqué aussi pour lui, hein, surtout si c'est pas très bien entendu, hein, dans ces dernières semaines avec Tony Khan, ça serait un peu chaud pour lui quand même de revenir tout à coup dans cette compagnie, donc et puis pour quel rôle? Est-ce que justement le rachat de la Ring of Honor va pas avoir un impact, puisqu'il on sait qu'il a fait aussi quelques piges aussi du côté de la Ring of Honor, donc est-ce que ça pourrait pas non plus ouvrir une porte à ce niveau-là? Peut-être justement être non pas lutteur à l'Elite Wrestling, mais donc du coup plus à la Ring of Honor, et peut-être jouer un peu le rôle du vétéran qui va un peu aider les jeunes, peut-être éventuellement avoir peut-être une ceinture, un peu comme Chris Jericho comme ce que Chris Jericho a fait au début de la All Elite Wrestling, d'être le premier champion, et ensuite d'aider à faire grimper quelques jeunes, et puis ensuite laisser la place aux autres. Et Cody pourrait être éventuellement voilà quelqu'un qui pourrait avoir peut-être un rôle comme ça, avoir une ceinture un peu intermédiaire, et aider peut-être des lutteurs de justement peut-être même de la All Elite Wrestling, de Ring of Honor aussi, mais de la All Elite Wrestling, ceux qui ont pas beaucoup de place dans le roster actuel, puisque effectivement leur roster est quand même très très dense, hein, et ça recrute à tour de bras du côté de la All Elite Wrestling, donc à un moment donné il va falloir un peu se calmer. Le roster est très qualitatif, mais il est surtout très très dense, donc donc ça peut être aussi l'occasion de donner un peu de place à tous ceux qu'on ne voit pas beaucoup, hein, comme les Tony Nese notamment, Jack Atlas. Bon, Jack Atlas il s'est blessé malheureusement, mais c'est quelqu'un aussi qu'on a un peu oublié. Mais Jay Lethal, alors Jay Lethal, on le sait que ouais, il ressort il ressort depuis peu de la Ring of Honor, donc il vient d'arriver, mais peut-être que c'est aussi l'occasion pour lui de revenir un peu du côté de la Ring of Honor. Voilà, un peu c'est ce genre de mecs qui n'ont pas beaucoup de place. Ce sera peut-être ça. Il n'y a pas non plus 36 solutions pour Cody, donc on verra ce qui va se passer. Mais quand j'y réfléchis, je me dis que finalement il n'y a pas vraiment de bonne solution pour lui, parce que finalement retour à la VVE, je vois pas trop ce que ça apporte, si ce n'est peut-être dans son esprit, peut-être qu'on va lui faire miroiter une bague de main event, pardon, de Hall of Famer à un moment donné, mais j'y crois pas des masses. Puis il est encore très loin de la fin de carrière, hein, il a encore beaucoup de choses à faire, à moins vraiment qu'il veuille arrêter d'ici peu de temps. Mais VVE, je vois pas trop d'intérêt, hein,
Je pense que ça va pas apporter grand chose de plus qui reviennent là-bas. Et Ring of Honor, comme à part oui, jouer ce rôle un peu vétéran, il n'y a pas beaucoup de place finalement. Il n'y a pas beaucoup de place. Et comme je ne le vois pas non plus créer sa compagnie de son côté, voilà, il va pas aller au Japon, je pense pas non plus. Je vois pas beaucoup de possibilités. Donc c'est assez intriguant. C'est assez intriguant. Et on a pu savoir aussi de la bouche de DDP, hein, Diamond Dallas Page, qui est un ami aussi de Cody. Il a un peu rapporté des choses que Cody lui a dites. En gros, tu seras le premier, enfin tu seras informé lorsque je te dirai, lorsque j'aurai pris ma décision et que je te donnerai un peu qu'il y aura une mise à jour. Donc on sent qu'il y a quand même un projet et qu'il est pas parti sans rien et qu'il y a quelque chose derrière. On sent que Cody a quelque chose derrière la tête, mais on sait pas quoi. Donc c'est ça qui est assez troublant. Donc DDP a donc comme donné quelques éléments. Donc c'est intéressant, c'est intriguant, et on va voir. Donc je pense que là le mois de mars va être assez décisif, hein, puisque si on ne voit pas WrestleMania, à mon avis, on pourra, je pense, écarter définitivement la piste VVE. Donc on verra. Est-ce qu'il va aller peut-être plus du côté, je sais pas, de la GCW, un peu dans les indies, mettre un peu son nez ailleurs. C'est très très indécis, et peut-être même qu'il va peut-être complètement abandonner le catch, hein, on sait-on jamais. Si ça se trouve, il va dire qu'il arrête sa carrière, il va s'occuper peut-être d'autres choses, il va peut-être vouloir avoir d'autres projets qui n'ont rien à voir. Puisqu'il était, voilà, on l'a vu un peu dans le jury donc du Go Big Show, peut-être il va avoir envie d'un peu de faire de la télé, peut-être du cinéma, il est très pote avec Stephen Amell, on le sait, donc il peut peut-être aussi partir vers d'autres choses qui n'ont finalement pas grand chose à voir avec le catch, hein, aussi, c'était peut-être une piste à envisager. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire donc par rapport à cette actualité, hein, sur Cody Rhodes, hein, qui je pense qui était quand même l'un des gros sujets du mois de février, et je pense que c'était bien de pouvoir évoquer ce sujet, et qui pose beaucoup de questions. On va passer maintenant au deuxième sujet, à savoir la review de l'Elimination Chamber. Donc, comme la dernière fois, on va mettre une note globale, les tops et les flops, et on va passer donc tout de suite à mon visuel. Le voici. Donc, la note, j'ai eu beaucoup de mal, parce que à chaud, hein, lorsque j'ai regardé le show, hein, c'était en direct, hein, donc au moins on avait la chance d'avoir un horaire assez digeste pour nous, hein, puisque c'était voilà, en fin d'après-midi en France, un samedi, et je l'avais trouvé décent en direct. Et puis en revoyant le show, en réécoutant un peu les avis de tout le monde, c'est vrai que finalement, quand on laisse refroidir un peu tout ça, on se dit finalement c'était quand même pas terrible, hein, comme pay-per-view. Et je suis redescendu petit à petit, et je lui ai donné une petite moyenne, quoi, un petit 2,5. Est-ce que j'aurais pas pu aller plus bas? C'est pas impossible, j'aurais peut-être même pu aller un petit peu plus bas, mais je vais quand même donner une petite moyenne, parce que tout n'était pas acheté. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il c'est pas immérité comme note. Donc je vais lui donner déjà il y a des tops. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez équilibré entre les tops et les flops. J'ai donné comme top un pay-per-view déjà pas trop long, 2h50. Ça c'est bien parce que c'est vrai que les pay-per-view saoudiens c'est souvent un peu trop long. Crown Jewel c'était 4 heures, hein, si je n'abuse. Et là ils ont fait un pay-per-view très court. Malheureusement c'est un avantage et en même temps un inconvénient, je dirais, parce que ça a aussi donné un peu une impression de pay-per-view un peu torché. Je trouvais aussi c'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai que c'était pas long, mais en même temps j'avais l'impression que les matchs n'étaient pas longs globalement en fait. Il n'y a pas eu de match fleuve. Les matchs ont pas été longs. On en reparlera pour les chamber matchs, hein, puisque c'est l'un de mes flops. Et il y a rien de très très long. Et on a l'impression qu'ils avaient déjà hâte de repartir, quoi, hein. C'est toujours pareil avec ces shows en Arabie Saoudite, mais on ressentait pas ça du tout à Crown Jewel, hein, qui avait duré 4 heures et qui était très qualitatif, leur meilleur show, hein, qu'ils avaient jamais fait en Arabie Saoudite, hein, très clairement, et c'était vraiment très bien. Et là, bon, on retourne un peu, je trouve, on retourne un peu dans les travers des shows saoudiens avec des moments très faibles, inintéressants, osef. Et un côté un peu bâclé, quoi, une impression de show bâclé. Donc c'était un peu le revers de la médaille d'un pay-per-view certes pas très long, mais en même temps qui donne pas l'impression d'être très abouti. Autre top, une prestation
descente de Lita. C'est vrai que j'avais assez peur de ce Becky Lita, hein, qui avait de toute façon tout lieu du match de transition, hein, pour Becky en attendant le WrestleMania. Et Lita, qu'on avait peu vu, hein, évidemment, sur le ring depuis ces dernières années, j'avais un peu peur. Et puis bon, dans les build-up, hein, ces Twist of Fate étaient quand même assez moches. Donc j'avais assez peur. Et finalement, mine de rien, je trouve que sa prestation était plutôt décente. Elle a même réussi à me donner un petit frisson. Alors que pour moi il n'y avait pas de suspense du tout, mais elle m'a quand même donné un petit frisson à un moment donné quand elle a fait son Twist of Fate et puis son fameux Moonsault qui était plutôt bien réalisé à ce niveau-là. Et qu'il y a eu ce dégagement in extremis de Becky, j'ai eu quand même ce petit frisson. Le public aussi a réagi, donc voilà, bon de ce côté-là ça a fonctionné, donc je trouvais que c'était quand même déjà une réussite à ce niveau-là, déjà de provoquer une petite réaction et un petit frisson dans un match qui pourtant n'a pas beaucoup de suspense. Le match est plutôt décent, voilà, c'est un petit 3 écart, quoi, voilà, pas plus que ça, un petit 3 écart, et une émotion quand même, Lita, qu'on laissait seule sur le ring, peut-être, on sait jamais, hein, mais c'est peut-être son dernier match, ou peut-être qu'il y aura encore one more match. Alors, WrestleMania, là, ça sent pas trop bon, hein, j'ai l'impression que là, elle a un peu, là, elle a disparu depuis 15 jours, donc je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui l'attende pour cette édition, mais peut-être pour SummerSlam, voilà, un autre gros pay-per-view, peut-être qu'il y aura quelque chose pour elle, hein, sait-on jamais, hein, si un match contre Sasha Banks par exemple, même si Sasha Banks, elle avait plutôt émis des velléités, on va dire, pour affronter plutôt Trish Stratus, mais peut-être un match contre Lita, sait-on jamais, voilà, ce genre de match. Donc voilà, prestation plutôt décente de Lita. Rhea Ripley, Alexa Bliss, Liv Morgan en valeur. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut noter du Chamber Match féminin, où je trouve qu'on a donné plutôt, mis plutôt en évidence quand même pas mal de filles, donc je trouve que c'était plutôt équilibré de ce côté-là. Nikki Ash un peu en dessous, hein. C'est vrai que là maintenant Nikki Ash elle est clairement dans le creux de la vague, hein. C'est plus du tout celle qui a remporté la mallette du Money in the Bank l'année dernière. Là elle se prend beaucoup de défaites. Donc elle était un peu en dessous des autres. Doudrop, bon, qui est quand même aussi dans un bon momentum, mine de rien, même si là elle gagne plus grand chose, mais elle offre de solides prestations, hein, encore comme face à Belair ces derniers temps à Arrow. Alors elle prend le pin, hein, par Alexa Bliss, par Liv Morgan, pardon, c'était un peu surprenant, mais c'était bien exécuté avec ce powerbomb là, c'était plutôt bien fait. Je trouve que c'était un bon finish pour protéger, Doudrop dans la défaite, hein, c'était plutôt bien réalisé. Faut noter aussi quand même son professionnalisme lorsque justement juste avant il y a Liv Morgan qui se bloque un peu la jambe là dans le coin, et on voit tout de suite Doudrop qui a le petit geste qu'il faut pour retirer la jambe de Morgan et la décoincer, et pour que Morgan retombe de l'autre côté. C'est des petits moves comme ça, des petits gestes qui paraissent insignifiants, mais mine de rien ça permet à Doudrop de libérer Morgan de ce moment un peu compliqué pour Morgan qui était vraiment bloqué. Donc voilà, il faut souligner aussi ce petit travail de la part de Doudrop au passage, et qui donc en plus se fera éliminer juste derrière, hein. Merci merci après ce que je viens de faire pour toi. Bref, donc il y en a eu pas mal qui ont eu une petite élimination, chacune a pu avoir son élimination, donc c'est pas mal. Alexa Bliss a éliminé Morgan. Ripley, elle c'est normal, elle a aussi son élimination, elle a éliminé, c'était Nikki Ash, hein, donc encore une fois, Ripley Ash, on l'a eu beaucoup, donc il y a eu des petits duels comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait davantage de choses entre Bliss et Ash, hein, Nikki et Bliss, hein, qui étaient évidemment des anciennes amies partenaires. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de storytelling. On a juste eu vite fait un petit regard, je crois que c'était Nikki qui regardait Bliss qui était encore dans sa cellule, voilà, un petit regard, mais il n'y a pas eu plus que ça. Et puis à un moment, quand Bliss est arrivé, je crois que Nikki était déjà éliminé, donc ils n'ont jamais pu vraiment faire d'interaction, ça c'est dommage. Mais ils ont mis un peu, je crois que c'était assez équilibré globalement au niveau des mises en avant des unes et des autres. Et Belair, qui a fini le travail. Normal, ce qui était à prévoir, hein. La victoire de Belair ne faisait aucun doute pour moi. Alexa Bliss, allez, à la limite peut-être en outsider, parce que c'était quand même son grand retour in ring, hein, mine de rien, depuis le mois de juillet, depuis Extreme Rules. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et elle a fait son grand retour en Arabie Saoudite. Donc c'était assez étonnant. Dans sa petite balançoire, hein, une entrée assez particulière dans sa balançoire, donc qui était dans la cellule. Elle a fait une prestation,
décente, mais je trouve qu'elle est pas encore à 100%, Bliss. Mais il y a eu, j'ai bien aimé quand même le duel final entre Belair et Bliss. C'était plutôt sympathique, et une victoire quand même de Belair, bien entendu, qui aura éliminé deux personnes, Bliss et Ripley. Hein, si je ne m'abuse, hein, c'est ça. Ripley et donc Alexa Bliss pour la finale. Voilà, le match c'est pas folichon, mais il le trouvait, il était bien mieux, je dirais bien plus qualitatif que le match masculin, hein, pour le coup, et avec je dirais une note, je dirais un 3 écart, 3,5 au grand max, voilà, 3 écart, 3,5. Je pense que c'est assez correct ce match. Mais ce que je reproche, c'est que c'est voilà j'en reparlerai après, mais c'est vrai que les entrées se faisaient très rapidement. Je trouvais, j'avais l'impression que à peine quelqu'un sortait de sa cellule, que le suivant arrivait très vite. Je trouvais que les écarts étaient très faibles d'une entrée à l'autre, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Et enfin, Goldberg, enfin débarrassé. A priori, ça y est. On n'a pas eu de surprise, hein. Goldberg expédié par Reigns en à peu près 7 minutes. Voilà, 7 minutes. Une durée classique, on va dire, de match de Goldberg, avec évidemment sa petite dose de finisher, sa petite dose de spear. Heureusement, pas de jackhammer. Il a tenté, hein, je crois qu'il a tenté 2 fois de soulever Reigns, et c'était pas plus mal. Hein. Heureusement, il a pas réussi à le soulever, parce que j'aurais eu un peu peur qu'il ne tienne pas le coup. Voilà, et Spear, et puis voilà, après une guillotine quand même, on le protège quand même avec un Goldberg qui ne tapera pas et qui s'évanouira, donc on le protège quand même encore, hein, Goldberg. Ah, est-ce qu'il faut vraiment encore le protéger, franchement. En tout cas, voilà, donc c'était censé être son dernier match dans son contrat, donc là il n'a plus de contrat, il n'a plus de match prévu, ça y est, c'est terminé, il a plus rien, donc maintenant ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir à un moment donné, hein, mais pour l'instant, en tout cas, je pense que pour l'année 2022, on ne devrait pas le revoir, et c'est pas plus mal, parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est vrai que c'est difficile dans le catch, ceux et celles qui n'arrivent pas à décrocher, qui ont un certain âge, qui ont maintenant 40, 50 ans, voire plus, hein, pour certains, et qui sont toujours là, et qui on croit qu'ils vont arrêter, et puis non, en fait, ou ils le disent même qu'ils vont arrêter, et puis en fait non, ils n'arrêtent pas. Ce sont des fausses retraites pour certains, et ils continuent, même s'ils n'ont plus le niveau, ils n'ont plus le cardio, ils sont lents, ils peuvent plus soulever quelqu'un, ils peuvent plus donner de coups de façon crédible, ils n'y arrivent plus, quoi. Mais il continue, et puis Vince, on le sait, c'est ça toujours ça manie, ça lubie des anciens, et des légendes, toujours mettre une légende sur une carte de pay-per-view. Voilà, hein, quand c'est un pay-per-view un petit peu prestigieux, donc un Big Four ou un show saoudien, donc un peu glorifié comme ça, c'est toujours de mettre un ou deux noms anciens, même si in-ring, on sait que ça va pas du tout assurer, mais parce que le public va popper, voilà, les gens vont faire des chants Goldberg, ils vont faire des chants Taker, des chants Lesnar, des chants Cena, etc., et ils vont toujours avoir leur petit moment, leur moment où le public va être content de les revoir, même si in-ring, on sait que ça va pas être la folie, mais voilà, c'est toujours comme ça. Et Vince, il ne vit qu'à travers ça. Il est coincé dans cette faille spatio-temporelle des années 70-80, voilà, et il ne veut pas en sortir, voilà, c'est tout. Donc j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais ça ne change pas, quoi, c'est toujours le même constat. Et on va passer au flop de ce pay-per-view. Des résultats très prévisibles, puisque je peux vous le dire honnêtement, si j'avais fait ma vidéo prono comme à l'époque, comme l'année dernière, j'aurais fait un 100%. Voilà, j'ai fait aucune erreur dans les pronostics, c'est dire le suspense. Hein. Puis bon, il y a Mania qui arrive très vite, donc je voyais pas de changement de ceinture, je voyais pas de gros changements, de grosses surprises. Drew McIntyre, voilà, il a l'épée à pète contre Madcap Moss. Voilà, on a eu très peur d'ailleurs pour la tête de Madcap Moss, hein, c'est une image qui a fait frissonner sur Twitter notamment, hein, cette image arrêtée sur la tête et les cervicales de Moss. C'est un miracle qu'il s'en soit sorti et qu'il ait pu continuer le match, voilà, avec maintenant un build-up vers le Drew Corbin de Mania, hein. On est vraiment pas hypé, hein, pour ce match, mais on savait très bien que ça allait mener à ça, voilà.
un match, alors maintenant dans les autres flops, un match annoncé non tenu, j'aime pas ça, puisqu'on a Usos Viking Riders qui avait été annoncé et qui s'est transformé en segment. Alors certains se disaient en fait ils ont annulé le match au dernier moment parce que ils ont perdu du temps, etc. Non, pas du tout. On a bien eu un démenti là-dessus. C'était vraiment le segment qui était prévu. C'était vraiment ce qui était prévu, donc de pas faire le match pour un peu jouer la montre et avoir le match plus tard. On l'a eu d'ailleurs cette semaine à SmackDown. Le match était pas mal, mais pas de surprise, hein, victoire des Usos qui, on le sent, vont directement partir vers Boogs et Nakamura. Je pense que Boogs et Nakamura seront les adversaires des Usos à WrestleMania, puisque ils les ont attaqués juste avant leur match contre les Viking Raiders. Ils ont attaqué Boogs et Nakamura, donc je pense que c'est pas fait au hasard et que ça va être les futurs adversaires des Usos. En général, on donne aussi à des petites récompenses, hein, comme je le dis à chaque fois. Pour WrestleMania, c'est la récompense de ceux qui ont bien travaillé, ou surtout ceux qui ont plu à Vince, et on le voit avec Pat McAfee, voilà, qui a sûrement beaucoup fait rire et beaucoup diverti Vince, et qui va avoir droit à son match contre Theory. Voilà. Non, et c'est quelque chose que j'avais en tête, ce match entre Theory et McAfee, parce que je voyais pas du tout un McAfee contre Vince. Hein. C'était dans les rumeurs, mais il fallait même pas y croire. Mais à Theory, McAfee, j'y croyais davantage. Et ça a été officialisé d'ailleurs. Et Boogs, je pense que c'est quelqu'un qui amuse aussi Vince et qui le divertit. Et je pense que c'est pareil, c'est une récompense pour cela. Et il va avoir donc ce match tag team avec Nakamura, je pense, contre les Usos. Voilà. Et ce n'est évidemment pas encore officiel, mais ça c'est ma prédiction. On verra si ça se vérifie dans les semaines à venir, mais je vois que ça, je vois vraiment que ça. Je pense que ça n'a pas été fait au hasard, cet angle du dernier SmackDown. 2 chamber match torchés en 15 minutes. Voilà, les deux effectivement masculin et féminin ont duré autour du quart d'heure. C'est une durée très 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 faible pour un chamber match. Et justement, comme je vous disais, les entrées, je les ai trouvées très rapides. À peine quelqu'un arrivait qu'un autre arrivait. J'ai trouvé que ça passait très très vite. Et autant là, le féminin, ils ont tenté de raconter 2-3 petites choses. Bon, surfer un peu sur une Bel Air, voilà, qui forcément qui devait être construite forte pour Becky. Voilà, c'était normal. Avoir quand même donné quand même un petit peu de momentum vite fait à Morgan, à Alexa Bliss, à Rhea Ripley. C'était normal aussi, parce que voilà, elles ont fait de bonnes choses ces derniers temps. Donc on leur a donné quand même un petit peu de choses, voilà, avec une élimination quand même pour les unes et les autres. Mais autant les hommes, ça a été torché, complètement torché. Et évidemment, il y a eu cette histoire avec Lashley, dont on a appris finalement qu'il était blessé dans son match contre Lesnar au Royal Rumble, et qu'ils ont complètement monté de toutes pièces cet angle, ce work. Et j'avoue que je me suis complètement fait avoir, car en direct, j'ai vraiment cru qu'il s'était blessé en direct, avec ce powerbomb de Rollins sur Theory, qui donc passe à travers le pad, le plexiglas de Lashley, et donc tout s'écroule sur lui, et du coup il est KO. On revoit tout le monde, on voit Adam Pearce, on voit même Jason Jordan, hein, qu'on voit rarement à l'écran, et plusieurs médecins, des officiels, etc., qui sont autour de lui, et qui escortent Lashley à l'extérieur de la cage. Et là il y a un gros malaise. Et j'ai vraiment cru à cette blessure durant ce spot. Et en fait, c'était complètement worké pour protéger Lashley dans la défaite, hein, pour qu'il évite de prendre un pin, notamment contre Lesnar. Hein, je pense que ça aurait été ça. Donc de le sortir du match comme ça, c'était, je pense, le but. Et donc, de le sortir, puisqu'il était vraiment blessé, donc c'était visiblement au niveau de l'épaule. Je crois qu'il a pris une mauvaise German suplex de la part de Lesnar au Rumble. Voilà. Maintenant, moi, mon avis là-dessus, et ce que je trouve dommage, c'est que cet angle a complètement foutu en l'air le match, quoi. Parce que ça a tout foutu en l'air, ça a coupé le match dans son élan, et derrière, Lesnar, il a expédié tout le monde, quoi. Et j'apprécie pas que un AJ Styles, un Riddle et un Seth Rollins se fassent tous les trois démolir par Lesnar, là, qui sort de son pad, en plus que c'était pas son tour, ça devait être la tour de Lashley, mais il était pressé, là, il avait vraiment hâte d'en découdre, Lesnar, et il sort de son pad pour détruire en 1 minute 15 à peu près, hein, un peu plus d'1 minute, éliminer AJ Styles, Riddle et Rollins. C'est n'importe quoi.
c'est une honte. Rollins qui était sur une bonne phase, qui n'avait pas perdu contre Reigns au Rumble, hein, il avait gagné même par DQ, donc il avait été très protégé, donc il recommençait à remonter petit à petit, et puis là, il se fait démonter par Lesnar en quelques secondes. Non quoi, non. Et il n'y a plus qu'un petit final avec Theory qu'on continue de mettre un peu en avant quand même si bon, ouais, c'était un peu le jeu du chat et de la souris, mais quand même un spot assez marquant avec cette espèce de... En direct, j'avais dit que c'était un F50, hein, c'est même pas un F5, c'était un F50 quoi. Là, il est parti de très très haut. Il aurait pu se faire très mal d'ailleurs, il aurait pu se péter une guibole Theory, et puis bon, bah, il a gagné comme ça, Lesnar, mais ça a été vite expédié. Mais c'est con parce que à travers ce match, on avait quand même un duel à distance entre Lashley et Lesnar. C'était quand même surtout ça qu'on attendait dans ce match. Et bah, non seulement les deux ne sont pas affrontés, mais voilà. Puis du coup, Lashley s'est barré et on n'a pas eu du tout de duel à cause donc de cette blessure. Et bah, moi, mon avis là-dessus, c'est que s'il était blessé depuis le Rumble, vous aviez largement le temps d'ici le pay-per-view, donc d'ici l'Elimination Chamber, de dire honnêtement à l'écran, eh bien, il s'est blessé, voilà, contre Lesnar. Lashley s'est blessé et on va être obligé de rendre le titre vacant. Voilà, vous portez vos couilles, vous dites que le titre est vacant, et là, vous déterminez, vous organisez un autre match de qualif, du coup, pour quelqu'un qui va remplacer Lashley, et vous ajoutez quelqu'un aux 5 qui participaient déjà. Il y en avait plein qui n'étaient pas là. Vous auriez pu donner une chance à Damien Priest, même s'il était champion US à ce moment-là, il avait le droit de participer au match. Finn Balor, donc qui est revenu un peu après finalement, peut-être qu'il aurait pu aussi avoir sa chance, et voir carrément dire tous ceux qui ont perdu là, dans les matchs de qualif, il y avait quand même Rey Mysterio, il y avait quand même Otis, il y avait Kevin Owens, voilà, des mecs comme ça, voire Chad Gable, enfin il y avait quand même pas mal de mecs qui auraient pu avoir une chance pour prendre ce spot dans ce match et prendre la sixième place donc, et faire un match où vous assumiez le fait que il y allait avoir un nouveau champion. Voilà, le titre est vacant et vous mettez le titre en jeu dans ce Chamber Match directement et allait en nous annonçant qu'il allait avoir un nouveau champion. Alors certes, on savait tous d'avance que ça allait être Lesnar, il n'y avait pas de suspense, mais au moins on aurait eu un vrai match du début à la fin avec du storytelling, avec des gros spots, etc., etc. Et au moins le match n'aurait pas été coupé dans son élan comme il l'a été là, parce que là la blessure, on va dire le spot avec Lashley là, ça a coupé le match dans son élan. Le match était un peu arrêté, et on ne regardait plus que ça en arrière-plan, ça déconcentrait notre attention, et du coup, et puis Lashley, Lesnar, il termine le boulot quoi, c'est un meurtre. Il nous a fait un peu, ça rappelait un peu le Shayna Baszler du temps de sa splendeur à l'Elimination Chamber, où il avait éliminé tout le monde. C'était un peu ça dans l'esprit. Et voilà, j'aurais préféré que d'entrée de jeu, peu de temps après le Rumble, on nous dise, bon ben voilà, Lashley doit se faire opérer, doit se faire soigner au niveau de l'épaule, on remet le titre vacant dans l'Elimination Chamber, point barre, et voilà, vous auriez déterminé le sixième à sa place. Voilà, c'était pas compliqué, vous portiez vos couilles, et ça évitait d'avoir ce qui s'est passé au Chamber. Voilà, et ça aurait pas décrédibilisé Lashley, voilà, quelqu'un de blessé, être blessé, c'est être blessé, voilà, c'est pas, tout le monde peut l'être, hein. Ça décrédibilise personne de dire que quelqu'un est blessé. Hein. Voilà, ça c'est ce que je trouve dommage. Et peu de storytelling. Donc un Chamber très très torché. C'était limite foutu à la poubelle quoi. Tout ça pour ça, franchement, c'était pas la peine. Hein. Si c'était pour faire ça, c'était pas la peine. Franchement, les filles c'était à peine meilleur. C'était sans être extraordinaire. C'était convenable, passable. Mais les mecs, vous êtes vraiment pas foulés. Et puis en plus, il n'y avait pas du tout de suspense. Et donc, justement, à la fin, dans le dernier flop, tout pour les Lesnar et les miettes pour les autres quoi. Encore une fois, tout tourne autour de la storyline, on va dire, de la rivalité entre Lesnar et Reigns, et tout le reste, on a l'impression qu'on ne construit rien, on ne raconte rien. Les autres storylines sont bâclées, c'est aucun build-up intéressant, c'est OSF total, et là, c'est tout autour de ça. Tout tourne autour de ça. Lesnar qui récupère le titre, et du coup on se retrouve bloqué dans cette merde de l'unification des titres, parce que là cette fois c'est fait. On aura bien un Reigns Lesnar, non pas un champion contre champion, un peu en mode Survivor Series quoi, mais vraiment les deux titres en jeu, c'est-à-dire winner take all quoi. Et là c'est l'unification.
on va se retrouver dans ce qu'on a vécu il y a quelques années, avec un seul champion qui va devoir se balader d'un show à l'autre, et voilà, tandis que l'autre, il va se retrouver le bec dans l'eau, hein, donc déjà, je peux vous le dire, à mon avis, Reigns risque de le gagner ce match. Je pense que c'est Reigns qui va gagner et qui va se balader entre Raw et SmackDown. Et puis Lesnar, comme d'habitude, il va reprendre ses petites pauses. Voilà, il va repartir un peu dans sa maison, là, il va repartir dans le Grand Nord. Et voilà, il va bûcheronner, hein. Et voilà, comme d'habitude. Donc voilà, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Mais l'unification, c'est toujours casse-gueule. C'est toujours casse-gueule. Et on va manquer un peu de place, quoi. Parce que c'est vrai que là, du coup, on se retrouve avec rien du côté du titre d'Euro. Rien, puisque c'est tout pour... Il n'y aura pas de build-up pour le titre universel et de build-up pour le titre de VVE, puisque tout est réuni en un seul build-up. Un seul match. Une seule rivalité. Donc, il n'y a plus rien, quoi. Et à Raw, il n'y a plus rien, puisqu'effectivement, le roster n'est composé finalement que de upper mid-carder, quoi. Donc, il n'y a personne pour remplir ce rôle de vrai mini-eventer, et comme je l'avais déjà dit, le départ de McIntyre à SmackDown, je pense que ça fait beaucoup plus de mal qu'on ne le croit du côté de Raw. Orton qui est bloqué dans la division tag team, ça aussi, même si c'était voilà une très belle réussite hein, de RK Bro, hein, j'en ai parlé dernière, c'est une très belle réussite, mais du coup ça aussi, c'était un mini-eventer en moins pour Raw, parce que Orton c'est aussi quelqu'un qui évidemment peut aussi très très bien jouer ce rôle de main eventer, mais ça faisait encore une place en moins quoi. Donc Raw souffre de ça, et du coup y a rien du coup du côté du main event de Raw, et du coup Lesnar se barre du côté SmackDown pour builder son match face à Reigns. Voilà. Donc le main event, le vrai main event dans le main roster, il faut le regarder du côté du show bleu. Du côté du show rouge, on n'a plus de main eventer, on n'a plus de main event, on n'a plus que de la mid-card. Voilà. Et un peu de place au tag team. Voilà. On essaie de faire avec les moyens du bord. C'est un peu problématique, moi, cette unification. Je trouve que c'est toujours très casse-gueule à mettre en place. Voilà. Et malheureusement, on y va. On y va tout droit, ça a été annoncé, c'est officiel. Unification. Nuit 2, hein, évidemment, ça sera le tout dernier match de WrestleMania, hein, lors de la nuit 2 du dimanche, là, du 3 avril. Voilà. Donc ce sera Reigns Lesnar, et il y en aura un seul champion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, Lesnar, Reigns, ils mettent toute leur énergie sur une seule storyline. C'est toujours le même problème. Reigns était très bien écrit. C'est vrai qu'ils ont fait un excellent boulot, mais je l'avais déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, ils n'ont pas équilibré ce travail sur les autres. Pourquoi? Sur les autres storylines, ils pouvaient le faire. Ils auraient pu largement le faire. S'ils arrivent à faire quelque chose de bien avec Reigns, à faire quelque chose de bien entre Edge et Rollins, par exemple, qui était une belle réussite, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à le faire sur au moins les 2/3 des storylines? S'ils arrivaient à le faire au moins sur les 2/3 des storylines, ce serait génial. Et j'en suis sûr qu'ils en sont capables, mais c'est toujours pareil, c'est un peu de la fainéantise, et ils mettent tout sur un peu les mêmes, toujours même les mêmes. Une toute petite concentration d'hommes et de femmes, et sauf que derrière, t'as 90% du roster qui se retrouve le bec dans l'eau, à faire des merdes, à faire des choses très oubliables, OSEF, qui n'investissent personne. Voilà, c'est ça le problème. Toujours pareil, on met tout sur un seul truc, un ou deux trucs, et tout le reste, on laisse tomber, on laisse filer, voilà, on n'accorde pas beaucoup d'intérêt, voilà, et c'est comme ça depuis des années, malheureusement, mais on va pas se répéter, c'est toujours le même problème, et c'est aussi pour ça qu'on a un build-up, un Mania, qui s'annonce pas fameux. La carte est pas terrible, hein. Elle est pas terrible, elle donne pas très envie, hein. Voilà, il y a 2-3 matchs intéressants, mais le build-up, on va se taper un mois de mars dont j'ai très peur, qui va être assez laborieux, hein. Voilà. Donc bref, voilà, un Chamber qui va pas rentrer dans les annales, 2,5, voilà, ça sera peut-être un des 3 pires pay-per-view de l'année, c'est possible, avec le Royal Rumble. Attention, parce que là, on enchaîne des pay-per-view qui sont pas terribles, donc je trouve que cette année 2022 commence pas très bien du côté de la WWE, hein. Attention, et j'espère que Mania va largement relever le niveau, hein, puisque c'était quand même le meilleur pay-per-view qu'ils aient fait l'année dernière, donc j'espère que ce sera encore le cas cette année, avec un pay-per-view solide, même si j'ai beaucoup de craintes. Maintenant, on va passer au top 5 des matchs du mois de février, donc comme d'habitude, on va aller du 5e vers le 4e, ça concerne toutes les
fédérations, toutes les compagnies, donc il n'y a pas de limite là-dessus, toutes les compagnies et que je regarde, tous les matchs, évidemment ce sont des matchs que j'ai vus, certains, je regarde aussi un peu sur Cage Match, si c'est des shows que j'ai pas le temps de regarder, mais que qu'il y a des shows importants et que je regarde les notes et je me dis tiens, il y a un match qui a quand même eu une très très bonne note, peut-être que ça vaut le coup d'être regardé, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs notamment pour rien d'autre que le numéro 1, on en reparlera tout à l'heure. Allez, on va commencer tout de suite par le numéro 5 que j'ai noté pour ce mois de février. Il s'agit de Jay White contre Trent. Donc c'était un match qui avait lieu à Rampage le 18 février. Les grands débuts de Jay White à la All Elite Wrestling, quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Ça y est, il est apparu. Il s'est donc intégré à la feud du moment entre l'élite et les Best Friends en venant s'attaquer à Trent avec l'aide des Young Bucks, ce qui a provoqué ce match donc à Rampage. Et bien pour un premier match à la All Elite Wrestling, White signe une très très belle perf. Il était un peu le ring général de ce match et impose sa domination dans la première partie du match, montrant un peu d'arrogance au passage, comme il en a l'habitude. Trent aura fait quand même plus que résister, opposant aussi pas mal d'offenses et prouvant qu'il n'est pas qu'un second couteau à la EW. Son nouveau look le rend plus dur à cuire et ça lui réussit. Il inquiète White à plusieurs reprises et prend aussi quelques risques avec quelques sauts suicides à l'extérieur. L'emballage final est très réussi avec un finisher contré par un autre finisher. C'était parfaitement réalisé et ça vient conclure un très bon mano à mano qui vient remettre Trent en lumière. Un 4 étoiles pour moi, voilà, 4 étoiles c'est la note que j'ai donnée pour cette très belle confrontation qui mérite le coup d'œil. On passe maintenant au numéro 4 de ce mois de février. Il s'agit de CM Punk contre MJF à Dynamite le 2 février. Donc on reste du côté de la EW. Alors c'est assez étonnant puisque Punk depuis son retour, c'était pas spécialement ma tasse de thé, mais j'ai trouvé que c'était quand même un très bon match de sa part. On est à Chicago, il faut le rappeler, chez CM Punk bien sûr, pour ce match qu'on aurait pensé voir en pay-per-view, et on va la voir ce soir d'ailleurs en pay-per-view Revolution, mais ça sera un dog collar match. Là, c'est un match simple. Ils n'auront pas attendu finalement Révolution pour avoir ce match, ce premier match entre les deux. Je pense que c'est le meilleur match, donc comme je disais, le meilleur match de Punk à l'EW. Il a plutôt bien tenu la distance pendant près de 40 minutes, mine de rien, et comme il est bien conscient qu'il a plus 20 ans, il compense quand même par un catch bien plus old school, chose que MJF affectionne également beaucoup, MJF étant le plus jeune vieux entre guillemets qui existe dans le milieu du catch. C'est peut-être ce genre d'adversaire d'ailleurs qui conviendra davantage à Punk à l'avenir plutôt qu'un mec très rapide ou très stiff, des hommes qui ont des caractéristiques assez différentes de celles du Punk de 2022. Peut-être donc quelqu'un plus qui lui ressemble. Ça c'est peut-être la clé pour avoir un bon match de Punk en 2022. J'ai trouvé Punk moins rouillé que d'habitude, ça a été une bonne surprise pour moi, quand j'avais jamais été convaincu par ses perfs jusqu'à maintenant depuis qu'il était de retour, mais comme je viens de le dire, son adversaire n'y est sans doute pas non plus pour rien, et la construction globale du match est intelligente, le bras, la jambe de Punk sont bien travaillés par MJF. Ensuite on a le final de la première partie qui donne de la hit, et dont je ne dirai pas plus si vous l'avez pas vu, donc je vais pas vous spoiler. Et ensuite on a une deuxième partie qui s'enchaîne bien avec du suspense, du storytelling, et enfin l'emballage final plutôt bien exécuté et qui continue de raconter l'histoire entre MJF et Wardlow en particulier, quelque chose qui va certainement continuer d'être raconté ce soir à Révolution. Ça c'est sûr, clair et net. Un efficace main event que je recommande donc et que j'ai noté 4 étoiles. Donc c'est quand même très très bien, surtout pour Punk, dont je n'étais pas très convaincu jusqu'à maintenant. On va passer maintenant au match numéro 3 et il s'agit de Naomi contre Charlotte Flair. Et oui, ça y est, c'est le premier match du main roster qui figure donc dans mes top 5, puisque le mois dernier, je n'avais mis aucun match du main roster, et là c'est la première fois que ça arrive, et c'est un 4 étoiles que j'ai donné. C'était à SmackDown, donc le 11 février, et il faut aussi noter, premier match du main roster, et également premier match féminin de ce top 5 depuis que j'ai commencé donc mes top 5, et celui-ci est totalement mérité en plus, un match où Sonya Deville est interdite d'ailleurs d'intervenir, car nous sommes toujours à ce moment-là dans la feud entre Naomi et Deville, et Pierce a lu un mail signé Vince McMahon lui-même qui mettait fortement en danger le poste de Deville en cas d'intervention de sa part durant ce match. Nous savions aussi par ailleurs que Ronda affronterait Flair à WrestleMania, ce qui laissait peu de chance
à Naomi, hein. Mais après avoir vu ce match, on peut se dire que les choses auraient pu totalement basculer, car Naomi a vraiment été bluffante dans ce match, en produisant probablement son meilleur match depuis bien longtemps, hein, ça c'est clair et net, avec énormément d'offenses et de tentatives de tomber face à une Flair vraiment acculée, hein, et poussée dans ses retranchements, ce à quoi elle ne s'attendait probablement pas. Et si j'ai mis 4 étoiles à ce match, en dehors de la qualité de ce match, c'est aussi parce que le public est très présent pour faire vivre ce match et te mettre dedans, vraiment. Même si le suspense est quasi nul, le public est à fond et il croit à chaque tentative de pin de Naomi, hein, comme si cela paraissait vraiment réellement possible qu'elle puisse gagner, et qu'elle crée la surprise. Et c'est vrai que lorsque l'on voit la façon dont ce match est construit, on pense vraiment que c'est possible que Naomi le fasse et prenne le titre de championne de SmackDown. Je dirais pas si elle le fait, hein, si elle l'a fait ou pas, hein, même si vous savez probablement ce qui s'est passé, mais je tenais à saluer ce match, qui était vraiment un excellent match de Weekly, et qui mérite amplement pour moi ce 4 étoiles. Voilà, et ça permet de remettre un peu une lumière, une Naomi qui est sur on va dire un bon passage depuis quelques temps, et une feud avec Devil qui semble terminée, hein, même si dans ma vidéo, ma carte prédictive de WrestleMania que j'avais faite en début d'année, j'avais mis un Lumberjill match entre Naomi et Devil. Là, je pense que c'est terminé, et que Devil ne sert plus que de chair à canon pour Ronda en attendant le Ronda Flair. Donc là, et puis Naomi maintenant, elle a d'autres objectifs, à savoir les titres tag avec une Sasha Banks, hein, qui quand même est en train de rentrer dans le rang, hein, quand même. Hein. J'ai eu un peu mal pour elle, avec une équipe, hein, qu'on visiblement il faut appeler Boss and Glow. Boss and Glow. Franchement quoi. Allez, maintenant le match numéro 2 de ce classement. Là, ça va peut-être vous surprendre. Il s'agit de Clark Connors contre TJP à New Japan Strong, The New Beginning, du 5 février. Ça me fait plaisir, justement. C'était aussi pour ça que j'ai voulu créer le morceau catch. C'est pour parler d'autres catch, pour parler d'autres compagnies. Et pour la première fois, ça me l'occasion pour moi, pour la première fois, de vous parler de New Japan Strong, qui est un programme peut-être peu regardé, peu suivi, dont on parle peu, mais qui produit pourtant du très bon catch, hein, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de bons catcheurs qui se produisent là-bas, et de diverses compagnies, hein. On voit parfois des mecs de la New Japan de la All Elite Wrestling, pardon. Et des mecs de la New Japan, bien entendu aussi, forcément, et quelques mecs des Indies aussi qui viennent pointer le bout de leur nez, et puis forcément quelques releases, des gens qui avaient été libérés par la VVE, qui font beaucoup aussi de actes de présence. Voilà, on a vu Jonah dernièrement, voilà, on a vu Shane Thorne, il va y avoir aussi Strickland, il y a Grand Metallic, là dernièrement, il y a beaucoup d'anciens de la VVE qui viennent aussi pointer le bout de leur nez, et c'est plutôt bien, et ça permet de voir à peu près une heure de bon catch chaque semaine, la nuit du samedi au dimanche. Voilà, vous mettez ça, franchement, ça passe très très bien, je vous le recommande. Le clip, il y avait un clip avant ce match, hein, qui donne le ton de ce que sera ce match, hein. En gros, c'est un an d'histoire entre ces deux hommes, hein, entre Connors et TJP, hein, un an d'histoire en gros qui nous est raconté, hein, deux hommes qui se respectaient avant, et qui tantôt s'affrontaient, tantôt évoluaient en équipe, mais on sentait l'animosité qui montait entre ces deux hommes, jusqu'au turn, puisqu'à un moment donné, TJP va turner sur Connors, ce qui signait, on va dire, son ralliement au clan United Empire, hein, le clan de Will Ospreay, et on a donc ce nouveau match entre Connors et TJP qui vient probablement achever leur rivalité, donc. Et quel match, vraiment quel match ce fut, une vraie guerre entre les deux hommes. On sent que les deux ont envie d'en découdre, ça s'envoie bien sur la gueule, et les deux savent aussi user de leur agilité pour essayer de surprendre leur adversaire. Il y a un gros spot à l'extérieur à un moment donné où Connors se propulse TJP au-dessus d'une barricade en plein sur la Timekeeper era, hein, ça rappelait un peu Keith Lee, hein, lorsqu'il avait bousculé Adam Cole à NXT. C'était assez spectaculaire, beaucoup de très beaux spots, hein, dans ce match, hein, sont à souligner, ça s'enchaîne assez vite, et TJP use plusieurs fois de son arrogance, ce qui va beaucoup servir de carburant à Connors pour prendre le dessus. Je ne raconterai bien sûr pas la fin de ce match, si vous voulez le voir, mais c'était clairement un match à voir, entre deux très très bons poids moyens. J'aime bien Clark Connors, hein, qui est un jeune catcheur qui monte en puissance, hein, depuis quelques temps, hein, qui a de faux airs d'Adam Page, hein. D'ailleurs, il monte en puissance, hein, depuis quelques temps, et il est un régulier de NJPW Strong. Il va falloir le suivre de très près, car nul doute que les grosses promotions américaines voudront aller le récupérer un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. 4 écarts donc pour le note final de ce match, c'est amplement mérité, et je suis content de pouvoir donc vous parler à travers ce match de Strong, hein, qui était aussi un programme assez confidentiel, qui gagne à être connu à l'image de NXT UK, hein. Et chaque semaine,
Donc comme je vous le disais, vous avez 1 heure de bon catch avec certains des meilleurs catcheurs du monde. On reprochera à ce programme peut-être la production qui n'est pas toujours au top, hein. Un éclairage quand même assez faible, ça c'est un peu dommage. Des salles pas très bien éclairées donc, et c'était encore le cas pour ce show. Ça c'est ce qu'on pourrait reprocher, mais sinon le catch est au rendez-vous et je vous recommande chaudement ce match. Et on va finir ce top 5 avec le numéro 1, donc un match que je n'avais pas prévu de voir, mais c'est en regardant Cage Match et en sachant qu'il y avait ce show qui allait se tenir, et j'ai bien fait de le regarder. Il s'agissait de Tetsuya Naito contre Okada Kazuchika à la New Year's Golden Series Day, jour 15. Enfin, la New Year's Golden Series, jour 15. Incroyable, oui, c'était, oui, il y a eu beaucoup de shows dans cette New Year's Golden Series, et c'était le 20 février. Et j'ai donné 4,5 à ce match, rien que ça. C'était ce fameux match entre Naito et Okada, hein, puisque lorsqu'on se rappelle de la fin de Wrestle Kingdom, lorsque Okada, après a gardé le titre contre Will Ospreay, il y avait Naito qui s'était pointé, et donc voilà, il y avait un duel, un challenge lancé par Naito envers Okada, et donc c'est ce fameux match. Donc pour le titre suprême, j'étais pas censé donc revoir de New Japan cette année, mais normalement je regarde que Wrestle Kingdom, mais donc j'avais décidé de faire autrement dans ma façon de faire mes top 5, hein, lorsqu'un gros show de catch donc aura lieu et que je me compte pas le regarder par manque de temps, j'irai voir donc sur Cage Match comme je vous le disais les notes, pour voir si ça vaut le coup. Et voilà, bon bah j'ai vraiment bien fait. Et puis peut-être aussi que je tiens en compte aussi de mon entourage, hein, si quelqu'un me dit ah il y a un match qu'il faudrait que tu regardes, eh ben je le regarderai. Et si ça mérite le top 5, je le dirai. Et donc ce match était très très bien noté sur Cage Match et ça m'a donné envie d'y jeter un coup d'œil. Et c'est vraiment ça valait le coup d'être fait puisque il arrive directement à la première position de ce top 5 du mois de février. Et une nouvelle fois après janvier, et ben Okada occupe la première place de ce top 5, hein. Donc Okada franchement là il fait du 100%, une véritable machine à étoiles, hein. Et pourtant c'est pas particulièrement un catcheur que j'affectionne à la base, mais il faut reconnaître qu'il sait y faire pour te sortir de gros matchs à chaque fois. Naito avait été défié donc Okada après Wrestle Kingdom, comme je vous le disais, et se retrouve donc avec ce match à New Year's Golden Series jour 15. Un Naito que j'ai trouvé plutôt agressif, très en jambes, qui a donné beaucoup de fil à retordre à Okada, notamment grâce à un travail intelligent sur le genou d'Okada assez tôt dans le match. Le match est assez équilibré, Naito a tout de même pas mal d'offenses, quelques finishers sont balancés, hein, aussi bien les Rainmakers que les Destino. La séquence finale est vraiment superbe, ça va vite, et tout s'enchaîne à merveille avant un ultime finisher porté par le vainqueur du match, hein, donc évidemment je vous dirai pas qui c'est, je n'en dirai pas plus donc, pour pas spoiler comme je le fais pour chacun des matchs de mes top 5, mais c'est vraiment un très bon combat que je vous recommande et donc le meilleur du mois de février à mon sens, en tout cas parmi tous ceux que j'ai pu voir, 4,5 me semble tout à fait mérité comme note. Voilà donc pour le top 5 des matchs du mois de février, donc il y avait quand même pas mal de matchs intéressants à voir, et je peux vous dire que j'ai déjà 3 matchs sur ma liste du top 5 du mois de mars, et on n'est que le 6 mars. Imaginez, et puis à Révolution cette nuit, imaginez. Alors là, je pense que le top 5 va être très difficile à élaborer au final, hein, pour le mois de mars, hein, parce que ça part déjà très très fort. On va parler maintenant du catcheur et du catcheuse et de la catcheuse du mois de février, hein, pour clôturer cette vidéo. On va commencer par la catcheuse, donc on va encore procéder par le petit jeu du caviardage, enfin le petit dessin, hein, bah, vous allez voir que c'est pas très compliqué à deviner. On va commencer par la catcheuse, la voici. Voilà, bon, je pense qu'on la reconnaît déjà amplement comme ceci, et il s'agissait bien sûr de Rhea Ripley. Alors j'avoue que j'ai beaucoup hésité avec Naomi. C'est vrai que Naomi a été beaucoup remise en valeur, et c'est vrai qu'il faut aussi souligner, notamment donc son très bon match face à Charlotte. On l'associe aussi à Ronda, donc elle a repris un peu de momentum. Elle va aller chercher les titres par équipe avec Banks. Voilà, on a une bonne Naomi, mais j'ai quand même préféré mettre Ripley en valeur. Je suis content parce que j'avais peur qu'elle redescende un peu dans les limbes après sa perte de titre. Et après l'avoir longtemps enfermé en équipe avec Nikki Ash, hein, dans un duo qui avait largement duré, et heureusement c'est terminé. Et là, je trouve qu'on a retrouvé une bonne Rhea Ripley, notamment à travers un gauntlet match où elle a été vraiment largement la MVP du match, où elle a tenu, jusqu'à la fin, hein, finalement. Elle a recommencé le match, elle aura éliminé beaucoup de filles pour arriver en finale face, évidemment un peu plus diminuée, face à une Belair qui n'avait plus qu'à s'imposer tranquillement pour avoir le droit d'être la 6e et dernière participante du Chamber Match. Donc ça c'était justement le dernier Raw avant le Chamber, et ça aurait été un très beau duel
en plus. Un duel Belair Ripley qui m'a vraiment donné envie d'être revu. Franchement, donnez-nous 15 minutes avec les deux à 100%, évidemment. Redonnez-nous ça. Il y a eu un petit duel encore aussi au Chamber. Alors, Belair avait éliminé Ripley. Il y a encore un petit duel. Les deux, encore voilà, un regard entre les deux. Voilà, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose. Et peut-être que si Belair récupère le titre à Becky à Mania, peut-être que ce sera le plan d'après. Et c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle on a une Ripley qui commence à revenir un peu en force, parce que c'est peut-être ça l'idée, c'est d'avoir un Belair Ripley par la suite. Et si c'est ça, je signe dès demain, parce que c'est vrai qu'on a une bonne Ripley actuellement. Voilà, j'aurais aimé peut-être qu'elle en fasse un petit peu plus au Chamber match. Maintenant, elle a eu quand même son élimination. Bon, elle a éliminé Nikki, évidemment, mais elle est quand même arrivée aussi assez forte, avec une bonne menace, forte donc de son gauntlet match. Et puis bon, elle se fait sortir par la gagnante, par celle qui, de toute façon, à qui on donne beaucoup de choses actuellement, à savoir Belair. Donc c'est pas déshonorant. Elle s'est pas pris un roll-up de merde, voilà. Donc c'était pas une défaite humiliante. Et on la reverra. Voilà. Maintenant, bon, pour Mania, ça reste assez ouvert. Elle a pas de programme. Je me demande s'ils vont pas mettre plusieurs filles en tag team pour garnir tout ça, et si on va pas avoir finalement beaucoup plus que Naomi Banks et Carmella Vega. Je me demande si on n'est pas en train de faire quelque chose, puisque je vois qu'on a Natalia qui regardait le match du coin de l'œil. Donc je me demande si ça va pas se mettre avec quelqu'un, notamment Shayna Baszler, qui est aussi complètement disparu. Et si on va pas avoir aussi une tag team Liv Morgan Ripley, parce que Liv Morgan et Ripley, on les a vus en interaction backstage à Raw par exemple là. Donc peut-être qu'ils vont créer cette équipe, voilà, pour essayer de garnir un peu tout ça. Peut-être les deux écossaises aussi, Doudrop et Nikki Ash, qu'on a vu aussi ensemble. Peut-être que c'est aussi l'occasion de faire des duos, même si c'est évidemment des duos un peu construits comme ça à la va-vite. Peut-être juste pour Mania, et puis avec aucun plan derrière. C'est ça qui est un peu regrettable, mais j'ai peut-être l'impression qu'on se dirige vers un match à plusieurs équipes, et peut-être que ça sera ça, parce que je vois pas quand même Ripley exclu de WrestleMania. Il y a quand même beaucoup de filles sur le bas-côté là, donc ce serait un peu dommage. Donc surtout s'il n'y a pas de bataille royale en kick-off, donc voire en pay-per-view, ça serait peut-être intéressant de mettre au moins de donner quelque chose quand même à Rhea Ripley, surtout qu'on est en train de lui donner un bon momentum. Donc voilà, j'avais envie de saluer ça, une bonne Rhea Ripley qui revient bien dans ce mois, au cours de ce mois de février. Et on va enfin passer au catcheur du mois de février. On va le mettre tout de suite en caviardé. Voilà. Alors c'est peut-être un petit peu moins facile, mais bon, on le reconnaît quand même. Je pense que là les connaisseurs l'auront tout de suite reconnu. Il s'agit de Jay White. Et oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais un Jay White, je trouve qu'on est en train de remettre un peu aussi en lumière, après un moment un peu difficile. C'est vrai que voilà, il était perdu un peu là, il avait disparu de New Japan au Japon, il était parti. Il avait fait quelques piges à Impact, il avait redisparu. On le voyait un peu du côté de la New Japan Strong. Il faisait ses matchs, voilà, de temps à autre. Mais il était un peu, voilà, il zigzaguait. On sentait qu'il était un peu dans le creux de la vague. Et là, je trouve qu'on est en train de le remettre un peu en lumière, et il a fait des bons matchs en mois de février, à noter, à commencer par le match contre Trent dont je vous ai parlé, qui figure en 5e position de mon top, donc c'était un très bon match. Mais à Strong justement, il avait fait un bon match aussi contre Jay Lethal, que je vous conseille aussi de regarder. À No Surrender aussi, le pay-per-view d'Impact qui a eu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, contre Eric Young, c'était aussi un très bon match. Et puis là, bon, alors, même si c'est au mois de mars, mais on en reparlera peut-être le mois prochain, que sait-on jamais, il a encore fait cette nuit à Sacrifice un très bon match contre Alex Shelley. Voilà, un match un peu mentor contre nouvelle génération, si on peut dire. Un très très bon match encore, offert par Jay White, qui je trouve est en train de reprendre un peu des couleurs, et puis en plus il a turné aussi, il a dégagé les Guerrillas of Destiny, du Bullet Club. Donc il y a un Jay White qui remonte un peu des ambitions. Il s'est montré pour la première fois du côté de la All Elite Wrestling, donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose, avec la Bullet Club le Bullet Club un peu reformé, avec les Good Brothers donc un peu à la place des Guerrillas of Destiny. Peut-être que quelque chose se trame, sait-on jamais, maintenant avec cette Forbidden Door era, tout est possible. Donc voilà, un Jay White qui reprend un peu des couleurs, qu'on va peut-être revoir du côté de la All Elite Wrestling, qui va peut-être du coup avoir d'autres matchs. Et à Strong, il continue d'en faire.
Impact, là, il est redevenu assez récurrent maintenant, hein, après un petit moment d'absence, il est revenu. Voilà, on retrouve vraiment du bon Jay White, hein, toujours un très bon heel, très bon catcher, très bon worker, qui offre toujours de solides prestations. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment repris un bon momentum et je pense qu'il mérite ce titre de meilleur catcher du mois de février. Voilà, et puis là, encore très bien démarré le mois de mars là avec donc ce très bon match face à Alex Chalet, dont on parlera peut-être lors du top 5 donc du mois de mars dans un mois. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire. Donc, on arrive pile à 1 heure de vidéo, c'est un peu le hasard. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le morceau catch du mois de février. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez beaucoup plus nombreux à la regarder que celle du mois dernier, hein. Voilà, comme je vous disais au début de vidéo, il va peut-être falloir roder ce programme. J'espère que vous le serez davantage à le regarder. Donc, pour m'encourager, il n'y a qu'une chose à faire, c'est en particulier, c'est de vous liker cette vidéo au plus grand nombre. Hein. Voilà, de faire monter la barre de like. Et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous avez envie de m'encourager de continuer à ce genre de concept du morceau catch, hein, qui n'existe pas ailleurs, donc c'est quelque chose vraiment qui m'est très personnel, donc j'espère que ça continuera. Voilà, on se retrouve donc dans un mois. Alors, le hasard du calendrier, bon ben malheureusement, c'est que lorsque ma vidéo, mon morceau catch du mois de mars, qui aura lieu donc début avril, va sortir, ben, WrestleMania viendra tout juste de se terminer, donc il y aura un mois de retard, forcément, et Révolution a déjà lieu cette nuit, donc pareil, Révolution, j'aurai un mois de retard lors de ma review, puisque je ferai une review de Révolution, hein, puisque j'en profiterai, puisqu'il n'y aura pas de pay-per-view de la VVE au mois de mars, hein, on va dire que ça c'est l'avantage, donc on pourra parler uniquement que de Révolution, et pareil pour la review de Mania, va falloir attendre seulement la review du mois de mai, donc un mois après. C'est un peu l'inconvénient de mes morceaux catch, on va dire. Ça dépend aussi des calendriers, hein. Les pay-per-view qui tombent en début de mois, forcément, va falloir attendre un mois avant d'avoir ma review et mon sentiment sur ce qui s'est passé. Donc ça paraît un petit peu daté, avec une réaction un peu tardive, mais bon, ce sont un peu les hasards du calendrier. Donc forcément, moi, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir des pay-per-view en fin de mois, comme ça, je réagis quand même relativement plus à chaud, à peu près une semaine après, voire un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien réagir mois après mois. Voilà, il faut être quand même un peu méthodique, hein, sinon on ne s'en sort pas. Voilà, donc en tout cas, on se donne rendez-vous donc dans un mois, donc entre le 5 et je vais être un peu large, entre le 5 et le 8 du mois d'avril, le WrestleMania aura eu lieu. Donc ça fait ça fait bizarre de dire ça, mais WrestleMania aura déjà eu lieu, mais je n'en parlerai pas. Donc ça va être assez particulier. Je ne pourrais pas parler de WrestleMania alors qu'il aura déjà eu lieu. Mais il faudra parler de Révolution qui va se tenir cette nuit. Donc il y a quand même pas mal de hype, hein, une très belle carte, avec des matchs qui seront, pour certains, peut-être des candidats sérieux au top 5 des meilleurs matchs du mois de mars. On en reparlera. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien, passez une excellente semaine par avance et un excellent mois de mars. Hein. Regardez autant de catch que possible. Hein. Profitez bien. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées, donc profitez-en. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.